jeudi 5 septembre 2019, 11 h passe de quelques instants, et bien l'heure de la grande messe quotidienne de revue de la presse a sonné avec à la manœuvre technique Kokou Vitogbe Michel Tomega et Géraud Akoucha, et à la manœuvre ici au micro, deux confrères déjà installés. Magloire Teko Kenvi de Flambeau des démocrates. Bonjour Magloire. Bonjour Sas, bonjour cher confrère Michel, et bonjour à tous nos fidèles auditeurs et auditrices de la 93.5, la nouvelle génération. Merci de préciser que la 93.5 FM, c'est la nouvelle génération qui est à son plateau aujourd'hui. Michel Sarakawabalo Tchadja, Jasmin. Bonjour Sas. Bonjour. Magloire, bonjour à mon homo Michel qui est derrière la belle vitrée. Bonjour à nos amis auditrices et auditeurs qui prennent la peine de nous suivre au quotidien. Et bonjour aussi à ce troisième confrère que nous attendons. Et également bonjour à cet invité d'une ONG qui a une idée bien bienveillante. Espérons qu'ils seront là. Même à gloire, comme l'exactitude est la politesse des rois, vous avez aujourd'hui le carton vert de la politesse. Ça veut dire que quand vous aurez demandé la main d'une fille, on pourra vous l'accorder parce que tout simplement vous savez être à l'heure, ma gloire. Bon, disons que nous essayons d'être un peu dans les normes. C'est vrai que nous sommes ici tous les jours à tirer sur les autorités par rapport à... Non, nous ne tirons sur personne, nous disons les faits au jour le jour et nous attirons l'attention de celui-ci ou celui-là sur ce qu'il fait, sur ce qu'il doit mieux faire pour nous tous. Tout à fait, et ça sous-entend que nous devons également à notre niveau essayer de nous conformer à la norme. C'est ce que nous essayons de faire et voilà quoi. J'ai bien aimé votre chute. Nous conformer à la norme, et la norme de référence c'est la vie. Et sur la vie, justement, notre généreuse et charmante auditrice nous envoie cette pensée du jour qui dit ceci. La vie est un écho. Ce que tu envoies te revient. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ce que tu donnes, tu l'obtiens. Et ce que tu vois dans les autres existe en toi. Je reprends pour nous ici et ceux qui nous écoutent. Michel, la vie est un écho. Ce que tu envoies te revient. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ce que tu donnes, tu l'obtiens. Et ce que tu vois dans les autres existe en toi. Un petit mot, Michel? C'est une belle citation, ou bien c'est une belle pensée, parce que ça résume la vie sur Terre, où nous devons faire attention, parce que chaque jour que Dieu crée, si nous posons un acte, s'il est bon, nous allons récolter après. S'il est mauvais, nous allons récolter, mais cette fois-ci négativement. Et faisant attention de critiquer trop les autres, de voir trop les autres en mauvais, parce que nous aussi, comme ce n'est pas facile de se regarder, de se voir, il semble que parfois aussi, ce que nous pensons des autres, voilà, c'est ce que nous sommes aussi. Et peut-être plus grave. Et donc, si nous arrivons à vraiment décortiquer ou analyser cette pensée avec beaucoup d'attention, je pense que la vie est belle, la vie est très intéressante. Il suffit que nous les humains sur Terre, nous fassions beaucoup attention pour faire en sorte que les pas que nous posons, qu'ils soient des pas qui non seulement nous rendent heureux, mais rendent heureux notre entourage, notre environnement. Merci encore. Le credo du club La Presse, nous exerçons à dire des choses autant que possible vraies, des choses autant que possible utiles et des choses autant que possible bienveillantes pour notre vie en société. Et là, Mathieu Chokwe, bonjour. Bonjour Sas, bonjour Canada. Je sais que vous savez, je vous rappelle tout simplement que ce que vous voyez dans les autres existe en vous-même. Oui, bien évidemment, je pense qu'on est tous à l'image du Créateur. Et ce qui existe en nous, on a tous des traits communs, d'abord. Et maintenant, sur le plan du caractère, je pense que c'est ce qui diffère le comportement des uns des autres. Mais on a tous des traits communs et à l'image du Créateur.
Merci. Juste nous rappeler que lorsqu'il se donnera 12 heures, les auditrices et auditeurs pourront entrer en ligne avec le 22, 21, 33, 74 ou bien le 22, 20, 19, 68. Je reçois beaucoup de plaintes des auditeurs qui disent que nous débordons sur leur temps. Je vous prie d'être succinct, net dans vos commentaires pour que nous puissions libérer l'antenne à partir de 12 heures à ceux qui sont en fait le miroir de ce que nous faisons ici. Bernard Kogon, bonjour. Bonjour, ça. Vous dirigez une ONG, vous voulez bien me la rappeler? Maison de provision intégrale, MPI. Maison de provision intégrale. Vous êtes porteur d'une idée que vous mettez à l'œuvre depuis une semaine. Quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé que c'est intéressant, il faut partager avec le monde entier. Merci d'être à nos côtés. Mais souffrez seulement que nous commencions avec Yad Damehan, qui devient véritablement, sans le fait de la publicité, c'est la grande vedette par toutes sortes d'initiatives qu'il prend. La dernière en date, c'est cette information qu'il fait diffuser depuis hier et sur lesquelles les journaux reviennent. Ce communiqué annonçant des pluies diluviennes au Togo. Le gouvernement appelle à une surveillance et à une veille permanente. Eh bien, selon ce communiqué rendu public par Yad Damehan, qui est ministre de la Sécurité, de la Protection civile, mais également qui préside la plateforme nationale de réduction des risques des catastrophes, eh bien, il nous annonce que les mois de septembre et d'octobre peuvent enregistrer de fortes pluies dans la partie septentrionale du Togo. Et ces fortes pluies peuvent entraîner l'arrivée de gros débits d'eau dans le réservoir que constitue le barrage hydroélectrique de Nangbeto. Et la conséquence, c'est que tout cela peut entraîner des inondations dans les localités riveraines et surtout également les régions en aval du fleuve Mono, d'où encore une fois vigilance et prudence. C'est ce que vous relayez aussi, Magloire, quand vous parlez de risque d'inondation dans les localités de Nangbeto et de la basse vallée du Mono, le général Yak qui nous informe et qui nous alerte. Oui, tout à fait. Vous avez essayé de faire ressortir le fond véritablement de son message. Et il est vraiment intéressant par rapport à son acte. Vous savez, au-delà du ministre de la Sécurité qu'il est, il est également le président de cette plateforme-là, cette plateforme qui travaille pour la prévention des risques et catastrophes dans le pays. Et c'est de ce droit-là qu'il informe donc la population togolaise par rapport aux provisions pluviométriques pour ce qui concerne le mois de septembre et d'octobre. Et donc, en clair, le ministre dit que ce mois-ci et le mois qui arrive seront donc très prolifiques en matière de pluie, et ce qui pouvait entraîner donc des risques d'inondation, surtout des risques de trop plein du barrage de Nangbeto qui serait dû, n'est-ce pas, à l'arrivée massive donc des débits d'eau qui pouvaient faire déborder, n'est-ce pas, le barrage de Nangbeto. Et donc il invite, n'est-ce pas, tous ceux qui se trouvent dans cette zone-là à faire attention, surtout ceux qui habitent dans les zones inondables. Et ce qui est encore intéressant, c'est que le ministre lance un appel à tous les acteurs qui sont impliqués dans la chaîne d'animation du système de prévention de risques et catastrophes de jouer pleinement leur partition, leur rôle, d'où qu'ils soient sur le territoire national, pour que le Togo soit donc épargné de ces situations qui, forcément, de par le passé, a fait des victimes. Voilà. Merci. Mieux vaut prévenir que guérir. Ces pluies, ces fortes pluies qui peuvent faire le bonheur des paysans de la partie nord du Togo, notamment les parents de Michel Tchadia qui doivent jubiler parce que de fortes pluies vont arriver, que la récolte soit conséquente, mais la conséquence en aval, c'est ces risques d'inondation. YARC qui nous informe, qui prévient, qui alerte, le même YARC qui est sorti il y a quelques jours pour mettre en garde les individus non autorisés qui s'amusent à porter des accoutrements militaires. Eh bien, Michel, votre journal se fait l'écho de cette mise en garde pour rappeler que
c'est uniquement les policiers, les gendarmes, les douaniers, les militaires et également la brigade verte. C'est ces éléments, ces hommes et femmes qui sont autorisés à porter ces uniformes de sécurité, gare à tout civil qui s'amuserait à ce jeu-là. Oui, ça, tu sais que si tu te mettais à jouer les bandes magnétiques de tes anciennes émissions, de nos anciennes émissions, tu aurais pu constater que nous avons une fois parlé de cette situation que nous observons tous et qui perdure. Parce qu'il n'est pas rare de croiser dans les rues de Lomé à l'intérieur du pays des individus en uniforme, alors qu'ils ne sont pas des militaires, ne sont pas des gendarmes, ne sont pas des policiers, ne sont pas ils ne sont pas tout simplement autorisés. Autorisés à porter cette tenue-là. Et puis, il y a de cela quelques jours, il y a un communiqué conjoint signé par le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Économie, le ministre du Commerce, qui demande que cette situation s'arrête dans notre pays, que l'interdiction n'est pas seulement faite à l'endroit de ceux qui s'amuseraient à porter, mais les opérateurs économiques qui importeraient ces tenues. Ou bien qui fabriqueraient les dites tenues ici. Sur place ici. Et nous avons trouvé que c'est vraiment une prise de conscience ou une prise de responsabilité parce que à un moment donné, eux-mêmes dans le communiqué, à un moment donné où on se rend compte que la sous-région est tellement menacée, il fallait quand même prendre des dispositions en amont pour éviter que ces comportements-là ne puissent pas être préjudiciables un jour ou l'autre à notre sécurité nationale. Et nous avons trouvé que c'est très important parce que pendant longtemps, nous avons dit que ce n'est pas normal de voir des individus, surtout lors des fêtes. Si je prends par exemple lors des danses camo, par exemple, que ce soit ici à Lomé ou à l'intérieur du pays, vous allez voir des gens, des hommes ou des femmes, parfois même en tenue militaire, même parfois avec des casques lourds. Donc, on se demande, mais est-ce que pour être en joie, on a besoin de sortir en tenue militaire avant d'être en joie? Et donc, il faut, même si on veut fêter, il y a autre accoutrement. La tenue militaire n'est pas une tenue avec laquelle tout le monde peut s'amuser. Et surtout que nous avons une situation dans la sous-région qui est vraiment inquiétante. Les autorités sécuritaires ont le devoir de prendre toutes les dispositions. Parce que vous savez, chez nous on dit que si vous voulez manger le capitaine poisson, vous êtes obligé de pêcher dans toutes les eaux. À partir du moment où les autorités... Le capitaine poisson, c'est important la précision. Vous êtes obligé de pêcher dans toutes les eaux parce qu'on ne sait jamais. Les autorités sécuritaires, étant entendu qu'elles veulent prendre des dispositions pour protéger les populations, alors toutes les mesures sont merci. souhaitées. Donc votre rédaction salue cette mesure pour interdire le port par les personnes non autorisées de tenue militaire. Michel a évoqué les danses camou et autres. On a observé le même phénomène au cours des semaines culturelles quand des jeunes enfants paradaient dans les rues avec des tenues militaires. Eh bien, désormais, c'est interdit et celui qui s'amuserait à cela risquerait de le payer. C'est une mesure très importante. Merci. Notre inquiétude, pour mettre un peu de bémol, c'est est-ce que cette mesure sera vraiment suivie? Puisque celui qui a pris la mesure est censé avoir pris les dispositions pour ça. Chaque 24, 31 décembre, il y a une note de la part du ministère de la Sécurité qui sort, qui interdit l'importation et la commercialisation des pétards. Mais c'est maintenant qu'on voit sur le marché des pétards les plus puissants et que, bon, on ne comprend plus rien. C'est notre souhait que les trois ministres, surtout le ministre de la Sécurité, vraiment prennent des mesures idoines pour essayer de... Merci. Cette mesure intervient dans la mesure où nous nous plaignons des braquages
qui se produisent par-ci par-là, ces individus qui opèrent avec des armes de guerre des fois, certains même ont opéré en tenue militaire. Il y a également cette menace-là d'insécurité dans le pays, dans la sous-région. Comme disait tantôt Michel, le ministère va prendre des dispositions bien vigilantes. C'est ce que YAC vient d'annoncer en entendant, enfin, en espérant qu'il prendra toutes les dispositions pour le respect de ce qu'il a annoncé. Magloire? Tout à fait, pour le respect de ce qu'il a annoncé, c'est bien là le sujet qui est sur la table actuellement. Et comme Michel l'a dit, la mesure, elle est salutaire, on ne va plus revenir là-dessus. Mais moi, fondamentalement, la question que je me pose, c'est que d'où est-ce que les gens, en tout cas, par quels moyens les gens ont cette tenue-là? On me dira, oui, ils les achètent sur le marché, mais très souvent, c'est des tenues conventionnelles que beaucoup de forces de l'ordre et de sécurité octroient ou donnent à leurs parents, à leurs cousins. C'est aussi une réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la tenue, elle est délabrée, on ne l'utilise plus, on la cède à un parent ou à un cousin qui la porte à cœur joie. Et quand il y a Evala, ben, il sort avec sa tenue-là pour faire la parade. Donc moi je dis, il faut l'interdire certes, mais il me semble qu'il revient également au ministre de veiller à ce que, à l'interne même, qu'il y ait des mesures qui soient prises pour que les tenues-là soient, en tout cas typiquement réservées à ceux qui sont des militaires, des gendarmes, des policiers. Merci. Le même Yak Dameran qui a annoncé il y a plusieurs semaines qu'à partir du 20 septembre prochain, ces éléments vont contrôler tous ceux qui seront au guidon de leur moto pour s'assurer qu'ils disposent bel et bien du permis de conduire A. Et devant les sorties, il a corrigé que le contrôle se fera à partir du 20 septembre, mais les sanctions commenceront à partir du 1er décembre. Nous en avons abondamment parlé, mais nous y revenons aujourd'hui avec notre invité Bernard Kogon. Bonjour. Bonjour, ça. Eh bien, dans le sens de cette mesure annoncée par le gouvernement à travers la personne du ministre de la Sécurité, votre ONG... Maison de provision intégrale. Oui, vous avez pris une disposition déjà que vous avez mise en œuvre depuis cette semaine. Quelle est cette mesure-là, Bernard? Merci beaucoup. Je salue une fois encore les auditeurs. Il s'agit en fait de former, de former donc les motocyclistes au code de la route, mais aussi à les sensibiliser à la bonne manière, à la bonne tenue sur nos routes. Et il faut dire que quand nous avons eu écho tous de cette nouvelle, étant donné que notre association ou notre ONG œuvre déjà contre la pauvreté par bien sûr la création de l'emploi, donc nous sommes dans l'entrepreneuriat, nous savons que bon nombre de ceux qui utilisent une moto dans notre pays, c'est ceux-là qui sont d'abord des travailleurs quelque part, soit des fonctionnaires ou ceux qui ont leur propre métier, sans oublier que certains d'entre eux-mêmes utilisent cette moto-là pour en faire un commerce, donc les taxis moto ou les déliants. Alors, quand vous êtes soucieux, donc déjà de la population togolaise, vous essayez tant bien que mal d'initier des projets pour que en fait soit atténué comment on appelle ça, la pauvreté, et que bon, maintenant, il y a question encore de commencer par pas sanctionner négativement, parce que nous comprenons bien sûr cette décision, il faut penser quand même faire quelque chose. Étant donné qu'à l'heure là, quand vous allez par exemple, je n'ai rien contre ça bien sûr, dans une école juste pour aller faire former seul, le coût n'est pas aussi aisé, vu bien sûr leur niveau économique actuellement. C'est là où on s'est dit qu'il faut faire quelque chose. Et justement, c'est ce que vous avez commencé à faire depuis cette semaine. Justement. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit donc de former, donc, comme je le disais, mais seulement la particularité c'est que le coût n'est pas élevé pour qu'ils puissent en sortir. Et comme c'est une affaire aussi de B2B, nous arrivons à les comprendre. Donc à l'heure, je suis en train de vous parler maintenant, on est en pleine formation. Déjà, donc qu'est-ce qu'il s'agit? Il y a l'aspect technique, connaître bien sûr les codes de la route, etc. Maintenant, nous apportons en plus, à part bien sûr juste les codes de la route jusqu'à l'obtention de son permis de conduire, nous apportons un plus.
c'est que nous avions un projet que nous venons d'intégrer en même temps dans cette situation. Il s'agit de ZAL, c'est-à-dire de émigrants l'idée d'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce travail-là jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a pas une retraite effectivement pour ça. Bon, vous voulez aider les conducteurs des émigrants à devenir de véritables leaders d'entreprise. Ils sont même surpris, ils ne s'attendaient même pas à tout ce qu'on vient de leur donner. Juste un exemple, à part bien sûr le code de la route et tout ce que nous venons de leur donner, et qui continue d'ailleurs, ils sont surpris qu'en venant, nous leur avons appris comment, par exemple, ils peuvent trouver des idées jusqu'à créer une entreprise soi-même, mais de façon pratique, fabriquer par exemple du savon. Si vous allez quelque part... On va revenir au permis de conduire. Donc vous êtes associé avec des auto-écoles agréées et c'est des moniteurs assermentés qui forment les conducteurs de moto sur le code de la route. Bien sûr. Et ils maîtrisent leur métier tellement que si c'est qu'on a la télé, on pouvait peut-être projeter un peu. Et moi, j'étais épaté. C'est vrai que j'avais suivi bien sur le code et que j'ai eu en fait mon permis de catégorie B, mais là, il faut dire que quand je vois comment il est en train donc de conduire la foule, et en plus, avec bien sûr à côté des ateliers et les questions à choix multiples aussi en même temps, il faut dire que c'est une initiative. Eh bien, ces motocyclistes, ils connaissent déjà la pratique. Et c'est la théorie, notamment le code de la route, que vous leur enseignez avec l'assistance de ce moniteur assermenté. Et vous m'avez laissé entendre que au bout d'une semaine, vos candidats seront aptes à passer l'examen. Oui, il faut dire qu'à l'heure où je suis en train de vous parler, c'est un peu bizarre, mais c'est ça. Ceux qui se sont inscrits massivement, c'est des enseignants par exemple, des fonctionnaires, et certains parmi eux même déjà ont leur permis B. Ce qui veut dire qu'ils ont déjà une notion de la chose. Et cela nous rend un peu léger ou légère. Plus facile. Voilà. Donc, c'est vrai qu'ils ont découvert de nouvelles choses, mais il faut dire que c'est très simple quand nous communiquons avec eux. C'est-à-dire que c'est tellement accessible, ils s'approprient la chose rapidement. Et vous réaffirmez qu'en une semaine, vos candidats seront aptes à passer l'examen. Et maintenant, en plus de la formation, disons, technique ou théorique, vous leur apportez également un soutien, une subvention dans la formation. Justement. En ce sens que nous avons pris pratiquement la moitié du coût qu'ils devaient payer quand il s'agit d'une auto-école normale ou assermentée. Comment nous le faisons? Vous payez juste l'inscription 2000 et ça vous donne déjà droit même au manuel de code de la route. C'est-à-dire que là également, nous l'avons subventionné. Donc les gens, ils viennent chez vous, ils s'inscrivent avec 2000 francs CFA et vous mettez à leur disposition le manuel du code de la route. Justement. Et après cela, vous allez juste payer 15 000. 15 000 et là-dedans, nous payons en même temps votre quittance. C'est-à-dire les 5 500 que vous devez payer à la fin, nous payons ça également. C'est-à-dire que nous prenons sur nous, quand bien même il y a des charges, mais nous essayons en fait, de trouver de tous côtés pour pouvoir donc... Et là, au-delà de ça, je vous dis que quand nous avons lancé donc l'initiative, j'étais étonné de voir que certains sont venus. Jusque-là, je pose la question si c'est l'État togolais qui l'a fait ou qui. Je continue pas à me poser la question. Celui-là qui est là actuellement en train de suivre nos moniteurs, il a non seulement également son diplôme, mais en même temps il est moniteur. Et il faut dire que c'est l'État togolais qui l'a produit, à part les moniteurs qui sont là. Il connaît tellement son métier aussi que je ne sais pas comment je vais... Eh bien, pour l'essentiel, donc les gens viennent chez vous, ils s'inscrivent à 2000 francs, vous mettez à leur disposition le manuel du code de la route, vous les formez pendant une semaine, ensuite ils contribuent à hauteur de 15 000 francs, et c'est là-dedans que vous faites toutes les formalités et ils peuvent passer leur examen. Alors, si quelqu'un s'adressait directement à une auto-école, quel serait le coût de cette formation? Nous avons fait une petite enquête. C'est pas moins de 35 000, y compris le minimum ça. Le minimum ça. C'est-à-dire que 10 000, bon, je ne sais pas si je suis un peu devant une mèche là, mais ça dit 5 500. Mais vous savez, j'ai demandé à certains endroits, il y a les auto-écoles qui disent, et je faut les comprendre, parce qu'il y a aussi l'administration, leurs frais administratifs, le secrétariat, ils envoient désormais les dossiers par connexion Internet. Vous voyez, il y a tout ça là, je les comprends, il faut le dire, mais nous essayons donc et puis vu le délai, il sera difficile que tous ces Togolais-là soient
satisfaits avant. Merci. vendredi. Donc, Voilà pourquoi avec nous laissons- votre ONG, vous nous rappelez le nom? Maison de provision. Maison de provision, on va s'inscrire avec 2000 francs. On a le manuel du code de la route. On se fait former en une semaine et on est apte à passer l'examen. Ensuite, le candidat apporte 15 000 francs, soit un total de 17 000 francs, et vous les formez vous les préparez pour l'examen de conduite. Alors, quel nombre de conducteurs moto suivent la formation avec vous cette semaine? Cette semaine, ils sont une cinquantaine. Ils sont une cinquantaine et ça se passe très bien. À chaque fois, nous leur demandons de nous noter. Et je suis surpris de voir même des gens qui nous ont noté à 20 sur 20. J'ai dit non, là, vous avez exagéré. Mais la meilleure note, c'est qu'ils réussissent à l'examen du permis. Justement, et ça, nous y tenons. À chaque fois, quand on leur fait des questions à choix multiples, ils ont de très bonnes notes. Et nous espérons que ça sera le même quand ils vont aller donc, à l'examen. Donc, vous avez cette vague de la cinquantaine cette semaine, et vous m'avez laissé entendre que la semaine prochaine, vous prenez encore une cinquantaine. Justement, déjà, les inscriptions ont déjà commencé. Il y a des gens qui arrivent, nous leur disons, bon, vous allez passer à partir de lundi. Donc, il y a des gens qui nous sollicitent dans les quartiers. Et lorsque bientôt nous leur donnerons notre numéro, quand ils nous appellent, on leur dira où ils peuvent s'inscrire dans leur quartier. Justement, j'allais venir. Si quelqu'un entend ceci et se sent intéressé, comment vous contacter? Si déjà quelqu'un m'a contacté de chez toi, c'est-à-dire de Hauteuil, et il est là actuellement, alors je vais donner le numéro. Il s'agit donc de 92 55 53 50. Encore une fois? 92 55 53 50. Ou 79 78 91 71. 79 78 91 71. Et le siège de votre ONG, c'est où? Nous sommes à Ségbé. À oui. Ségbé, ça dit juste après Sabado. Bon, quand vous arrivez à Ségbé, nous sommes au bas-fond. Vous dépassez juste une nouvelle poste qu'on est en train d'inaugurer par ce jour, à Ségbé là-bas. Donc juste après donc, la poste, nous sommes à gauche, en face du bar Zappé. Merci. Donc, cette ONG de notre ami Bernard Kogon, qui reçoit votre inscription à 2000 francs CFA, il vous offre le manuel du code de la route, il vous fait former par un moniteur assermenté en une semaine. Ensuite, vous apportez 15 000 francs CFA et l'ONG avec les moniteurs vous prépare pour le permis de conduire avec toutes les chances de réussite. Bernard, vous rappelez vos contacts? 92 55 53 50. 92 55 53 50. 79 78 91 71. Merci, c'est notre façon de faire en sorte que ceux qui sont à moto puissent disposer de leur permis de conduire à partir du 1er décembre, parce que le général Yard et ses éléments pourront ou pourraient vraiment commencer à sévir. Voilà comment on passe à la fois son permis de conduire, on sauve son entreprise avec la moto avant de devenir leader d'entreprise demain. Merci Bernard, mais vous restez à nos côtés, peut-être à partir de 12 h. Les gens voudront en savoir davantage. Et sans transition, nous embrayons sur la rentrée scolaire 2019-2020. Magoula, vous connaissez la date? Le 16 septembre. Lundi, le 16 septembre prochain, les enfants vont retourner à l'école. Mais il y a une question qui se pose et sur laquelle reviennent deux journaux aujourd'hui. Chronique de la semaine se demande à quand la proclamation des résultats du concours des enseignants, concours qui a été passé en octobre 2018. Et Chronique ajoute que les enseignants volontaires interpellent le gouvernement à respecter sa promesse de publier les résultats de ce concours. Et donc, Chronique qui rappelle donc ça, que les candidats à ce concours sont dans l'attente depuis 11 mois. Ils s'inquiètent et se posent beaucoup de questions. Liberté également s'intéresse à ce problème et écrit concours de recrutement des enseignants, bientôt 1 an d'attente, les candidats inquiets. Juste pour rappeler que c'est un total de 2000 postes d'enseignants que le gouvernement veut octroyer. Alors sur les 2000, 1000 seront affectés dans le préscolaire et le primaire et 650
dans le premier cycle du secondaire, soit les collèges, et 350 dans le second cycle du secondaire, soit les lycées. Et voilà, et Laurenti Chogbe, près d'1 an que les candidats ont passé cet examen, ils sont dans l'attente des résultats, d'autant plus que nous sommes à une dizaine de jours de la rentrée. Le même gouvernement qui a publié il y a quelques jours le concours pour, je crois, les agents de santé. Alors, est-ce que vous avez des indices que le gouvernement pourra proclamer le résultat de ce concours avant la rentrée le 16 septembre prochain? Bon, moi, c'est un dossier que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas au niveau du gouvernement les dispositions qui sont prises par rapport à la proclamation de ces résultats. Je ne pourrais pas me prononcer dessus de compte en comble parce qu'on constate juste que les résultats ne sont pas encore disponibles. Donc, on va plaider à ce que d'ici quelques jours, d'ici au 16 septembre, on puisse avoir les résultats afin de pouvoir déployer ce personnel dans les écoles. Merci. Donc, que les résultats soient proclamés, que les nouveaux enseignants recrutés soient affectés à leur poste et qu'ils puissent avoir le temps matériel, sans oublier l'argent également, de regagner leur poste d'affectation et que la rentrée soit effective le 16 septembre prochain. Michel? Mais ça pose aussi le problème du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Parce qu'on ne sait pas où se trouve ce ministère. Le Premier ministre a dit qu'il loge ça auprès de lui. Mais on ne sent pas. On ne sent pas. Avec quelle notation la base de quoi? Ça dit qu'on ne peut pas avaler ça comme ça. Non. Non. Ça pose un problème parce que vous savez que nous avons fait la dernière fois un sujet par rapport aux réformes au niveau de l'enseignement parce que 2 ou 3 mois après la rentrée académique 2018-2019, il s'est fait que on a essayé de retoucher les programmes de la classe du 6e. On a formé pendant 2 jours les enseignants, 2 jours. Maintenant, c'était dit que cette année, on devait continuer avec ces réformes pour la classe de 5e. Voilà que nous sommes à 1 semaine de la rentrée, les enseignants se regardent, ils ne voient rien venir. Parce que, vous savez, ce qui s'est passé sur le terrain, selon nos informations, c'est que, comme on n'a pas pris assez de temps pour vraiment former les enseignants, chacun y allait de son côté, ce qui fait que les enfants, si vous les interrogez sur le même programme, bon, selon que l'enseignant soit d'ici ou de là, il y a une certaine différence. Donc on n'a pas mis le temps pour vraiment former les enseignants pour faire face à la situation. Ça, on devait continuer avec la classe de 5e. Nous sommes à 1 semaine, il n'y a rien aussi. Donc c'est pour dire qu'à partir du moment où on ne veut pas, on est dans la posture du ministère de la Santé, il y a des choses où on a passé un temps bon, on a pensé que on va nous amener qui est finalement c'est quelqu'un aussi qu'on connaît qu'on a amené. Donc, on ne peut pas laisser le ministère là comme ça et on dit qu'il est au ministère, non, les problèmes sont là, justement, parce que ça fait 11 mois, on n'a pas encore proclamé. J'ai peur que ça ressemble au concours des Demkojo de 1996 jusqu'à ce jour, concours général qui n'est jamais proclamé jusqu'à présent. Merci, eh bien, vivement que le Premier ministre qui dit assurer l'intérim du ministre de l'enseignement primaire et secondaire prenne les dispositions, que les résultats soient proclamés, que les nouveaux éléments recrutés puissent savoir où ils seront affectés et que la rentrée soit effective pour tous le 16 septembre prochain. Alors, on va aller à l'école avec des livres et je vois votre la nouvelle tribune, vous sonnez une alerte. Alerte rentrée scolaire 2019-2020. N'achetez pas ces livres. Alors, vous mettez en garde contre certains livres que les parents devraient se garder d'acheter pour leurs enfants. Et là, oui, c'est un dossier que nous sortons ce matin à l'aune des informations qui nous sont parvenues à la suite de plusieurs recoupements effectués. Vous savez, sur le terrain, il se passe quelque chose de grave. Et je pense que Michel a touché du doigt un point important tout à l'heure, l'absence
du ministère ou bien du portefeuille des enseignements primaires. Non, le ministère existe. C'est le ministre, en fait, c'est le ministre qui n'existe pas. Voilà, c'est-à-dire que l'absence, voilà, l'absence d'un ministre en charge des enseignements primaires secondaires dans le gouvernement Clashou 2, je pense que ça pose un problème fondamental. Vous savez, depuis quelques années, le gouvernement a décidé d'enclencher le projet qu'on appelle le projet PERI, projet éducation renforcement institutionnel. Il y a eu la phase 1 et cette fois-ci, on est dans la phase 2. Donc il se fait que dans le processus du projet, il y a ce qu'on appelle la construction des salles de classe. Il y en a eu en tout pour tout lors du PERI 1, 999 salles de classe qui ont été construites. Et dans la phase 2, je pense qu'il y a des manuels scolaires. Dans la phase 1 et dans la phase 2, il y a des manuels scolaires qui devront être édités et mis à la disposition des élèves pour qu'ils puissent véritablement apprendre. Et donc il s'est fait que dans la période, dans l'année scolaire 2017, pour l'année scolaire 2017-2018, des manuels scolaires étaient édités par le gouvernement et mis à la disposition des écoles. Des manuels scolaires de la classe de CP1, je précise, en ce qui concerne les livres de lecture et de mathématiques. Et donc ces nouveaux manuels sont mis ou étaient mis à la disposition des écoles qui seront distribués gratuitement aux élèves afin qu'ils puissent véritablement entrer dans le programme. L'année scolaire 2018-2019 a connu l'ascension de la classe de CP2 en ce qui concerne ces manuels scolaires qui sont les livres de lecture et de mathématiques. Et donc cette année, pour le compte de l'année 2019-2020, la classe de C1 devrait être concernée par ces nouveaux manuels scolaires qui sont les livres de lecture et de mathématiques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous remarquez que sur le marché actuellement, il y a des livres flamboyants, livres de lecture et de mathématiques flamboyants. Édition flamboyante. Éditions flamboyantes qui sont vendus à des parents d'élèves qui ne comprennent rien du tout. Et donc, les gens en ont en quantité suffisante. Et vont vous le Les vendre. commerçants. Les commerçants vont vous le vendre. Je précise que pour le moment, les manuels concernés, c'est les classes de CP1 et CP2. Et donc, vous qui êtes parents, dont l'enfant débute la classe de CP1, qui ne maîtrisait rien puisque c'est le cours préparatoire première année, vous achetez ces livres en vous disant que c'est le livre ou ce sont les livres qui sont utilisés pendant l'année scolaire. Alors que le gouvernement a décidé depuis quelques années de pouvoir distribuer ces livres gratuitement dans les écoles. C'est les écoles qui devront maintenant se charger de les distribuer. Pire, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? On a constaté que les écoles qui sont chargées de distribuer ces livres de calcul et de lecture aux élèves les louent plutôt à ces élèves-là, moyennant une somme par mois. Et à la fin de l'année, les enseignants retirent ces livres aux élèves et vont dans des imprimeries où ils renforcent la couverture. D'accord? Et ils les relouent l'année suivante à de nouveaux élèves. Vous voyez un peu le business. Donc des manuels censés être remis gratuitement aux élèves qui sont détournés à d'autres fins. Sont prêtés aux parents qui paient l'argent et chaque année, ces écoles la relouent. Voilà. La couverture. Et puis les relouent à de nouveaux élèves. Donc, en fait, vous voyez le business qui se fait autour. En fait, c'est une question fondamentale aujourd'hui, mais on constate tout simplement que, à l'aune de nos recoupements des analyses, qu'on n'a pas de ministère aujourd'hui qui puisse siffler la fin de la récréation. Parce que ça continue à la fin, pendant ces vacances-là, et à l'orée de cette rentrée, il y a des imprimeurs qui ont déjà relooké la couverture de ces manuels scolaires et qui les ont mis à disposition de certaines écoles. Je ne veux pas pour le moment citer le nom de certaines écoles dans ce dossier, parce qu'on a le nom de ces écoles-là, et qui les ont mis à leur disposition, et qui vont quand même relouer ces livres à de nouveaux élèves de classe de CP1, de CP2, l'année à partir du 16 septembre. Donc il faut qu'au niveau du ministère de l'Éducation, on puisse véritablement prendre le taureau par les cornes pour nous dire, parce qu'on ne peut pas rester dans cette forme de communication. S'il y a des initiatives nobles, louables qui sont prises, mais autant le faire, parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas pouvoir un poste qui occupe 30% du budget de l'État. Ça n'a véritablement pas une signification, parce qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe au Congo. C'est le projet phare du président Tshisekedi, rendre l'école gratuite. Et vous voyez ce qui se passe, l'émulation autour. Mais ici, on a l'impression que les parents d'élèves ou l'éducation, le parent pauvre de la politique. Merci. Donc le mérite de cet article-là, de nouveaux manuels de lecture de calcul devraient être introduits dans la classe de C1. Cette année scolaire 2019-2020, vous vous élevez contre le fait de ces écoles-là qui détournent les livres gratuits en les louant à des parents qui ont de l'argent. Et surtout, vous rappelez que les livres de lecture édition flamboyant, CP1, CP2, ne sont plus au programme à cette rentrée. Bien évidemment, il faut que tous les parents le savent désormais, les livres qui sont vendus sur le marché édition flamboyant, en ce qui concerne
Les livres de lecture et de mathématiques, CP1 et CP2, ne sont pas des livres qui sont au programme depuis 2 ans au moins. Donc, il ne faut pas que les parents aillent au marché pour acheter des livres de lecture et de calcul pour les classes de CP1, CP2. Les nouveaux manuels utilisés dans les écoles actuellement ne sont pas vendus sur le marché. Et tout vendeur qui essaye de photocopier ou d'éditer ce livre-là est passible de poursuite judiciaire, je vous précise. Merci pour cette alerte-là que vous sonnez, avec l'espoir que ça va tomber dans des oreilles vraiment attentives et bienveillantes. Michel? Non, ce n'est pas à l'homme de faire ce job-là. Il y a des gens qui sont payés, qui ont des véhicules, qui ont des avantages de l'État pour ça. Ce qu'il vient de dire là est très important. Normalement, c'est ce que nous déplorons ici. Il n'y a pas un locataire au ministère des Enseignements à qui on doit quand même s'adresser. Vous dites c'est au premier ministère que ça se tourne. C'est dans quel couloir et ça, de quel côté. Et donc, ces questions comme ça, ce n'est pas à la presse de ventiler ça. Il y a des spécialistes de l'éducation qui sont là pour ça, qui doivent vraiment expliquer ça à la population. Et peut-être nous, les médias, c'est après que nous pouvons faire le job. Ce n'est pas à nous de faire ça ici comme ça, non? Michel, que chacun fasse sa part. Et nous serons tous tranquilles. Il y a la rentrée scolaire, mais il y a un autre phénomène lié également à la formation des jeunes contre lequel Front des démocrates sonne aussi l'alerte. Il s'agit des espaces jeux vidéo, des écoles d'apprentissage de la violence. Attention, danger, écrivez-vous, Magloire. Oui, attention, danger, nous écrivons aujourd'hui, mais permettez, avant d'aborder le sujet, rebondir un tout petit peu sur le développement qu'il a fait. Moi, je dis, vous savez, tout ça, ce n'est pas gratuit en fait, parce que tout ce beau monde qui s'adonne à la pratique savent en réalité qu'il n'y a pas un interlocuteur. Et voilà. Bon, il y a le directeur de cabinet il n'a pas le pouvoir de décision. Le directeur de cabinet, je vous dis, en réalité, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire n'existe pas au Togo. Parce que nous sommes des journalistes, on ne va pas avaler tout comme ça. Le Premier ministre a dit que j'héberge le ministère chez moi. Non, il n'y a pas un décret en tant que tel qui prouve ça. Les paroles s'envolent, mais les actes demeurent. Et donc, moi, je dis, le ministère n'existe pas et c'est tout à fait normal qu'on assiste à ce genre de choses. Ça, j'en passe. Maintenant, par rapport à notre papier, vous savez, Issas Gaou, il y a quelques années de cela, pratiquement, dans l'enfance, on connaissait des jeux comme Ampé et je ne sais pas. À Conto. Voilà. Beaucoup de jeux de course qu'on faisait au village, voilà. Également sur les montagnes Cavier, quand Michel était encore il y a de ces jeux-là qui occupaient véritablement les jeunes, surtout en cette période de grandes vacances. Mais depuis un moment, il faut reconnaître également que la technologie avance énormément, ce qui fait qu'aujourd'hui, on assiste beaucoup plus à des jeux électroniques, c'est-à-dire que vous allez voir dans les game centers, dans les cyber, dans les vidéoclubs, beaucoup de jeunes qui s'attroupent et qui s'adonnent à des jeux vidéo. Mais encore, quels jeux? Allez-y voir. C'est des jeux, c'est des combats assez virulents, c'est des jeux violents auxquels ça donne ces jeunes-là. Et en réalité, ces jeunes, beaucoup plus, n'assistent pas aux jeux, mais c'est eux-mêmes qui sont aux commandes. C'est là même un peu le danger, parce qu'il y a un entend qui dit l'enfant est le père de l'homme. C'est-à-dire que l'enfant a plus la facilité d'acquérir ce qu'il apprend sur le terrain. Et donc nous disons, si... Alors Magloire, en français facile, vous craignez que ces enfants qui sont aux commandes des jeux vidéo à violence peuvent devenir des violents demain dans notre société? Bien évidemment, c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'aujourd'hui, la dynamique est qu'on veut lutter contre l'extrémisme violent, on veut lutter contre le terrorisme, mais on ne se demande pas véritablement d'où est-ce que tout ça vient. La pulsion, d'où est-ce que ça vient? En réalité, c'est partant de ces actes que nous jugeons aujourd'hui bénins, mais que naissent ces relents violents-là qui portent un coup à notre société. Donc nous disons, aujourd'hui, il y a des institutions de la République. J'ai eu dire que la HAC a un droit de regard dans le contenu qui doit être diffusé dans les vidéoclubs. Je me dis, la HAC est interpellée.
au-delà de la HAC, les parents aussi doivent également jouer leur partition parce que quand vous avez les moyens et que vous dotez votre enfant de ces jeux vidéo-là, prenez la peine de contrôler le jeu auquel il s'adonne. Sinon, demain, ça développe des avatars qui vont se retourner contre vous. Et bonjour les dangers. C'est de ça même que nous parlons dans le papier pour interpeller, n'est-ce pas, tous les acteurs à prendre au sérieux ce qui se fait là et prendre des mesures pour éviter le pire demain. Sinon, nous risquons d'avoir sur les bras une descendance des avatars avec toute la violence dont on peut deviner les antivaleurs, Michel, comme vous le dites. Oui, les antivaleurs. Eh bien, que les parents se le tiennent pour dit. Voilà, quant à nous, nous embrayons. Oui, autre chose aussi, puisque quand nous parlions tantôt de l'éducation et l'homme évoquait le projet PERI 1, PERI 2, logé au ministère de l'Éducation nationale, ça nous introduit à cet autre article que Front des démocrates écrit, le Togo et les crédits au développement, pourquoi ça se consomme difficilement? C'est une triste réalité, le Togo n'arrive pas à consommer les crédits et que mettent les partenaires à notre disposition. Oui, vous savez, comme vous l'avez dit, c'est une triste réalité. Vous allez dans plusieurs départements ministériels, on a pris le temps de concevoir des projets qui ont eu la chance d'être financés par des bailleurs. Malheureusement, on n'arrive pas à consommer ces crédits-là. Et nous, particulièrement, nous sommes intéressés au sujet. On s'est dit, pourquoi? Parce que nous avons senti le besoin qu'il fallait doter le pays d'infrastructures socio-éducatives, du marché, des forages et tout. Mais on a les ressources financières qu'il faut. Malheureusement, on n'arrive pas à consommer. Pourquoi cela arrive? Vous avez trouvé, la raison c'est quoi? La raison c'est que fondamentalement, il s'avère que au Togo particulièrement, il y a des complexités. En tout cas, le processus de décaissement des fonds est assez complexe. C'est-à-dire que c'est vrai que le Togo a engagé des réformes qui instaurent l'austérité économique surtout, ce qui fait que ça rend un peu complexe le processus de décaissement. L'autre encore, c'est que les acteurs qui s'impliquent véritablement dans la mise en œuvre de ce type de projets et de programmes ne s'y mettent pas véritablement. Et fondamentalement, c'est-à-dire que le projet est en cours, on défalque les sous, mais au niveau, par exemple, des gestionnaires de projets, des comptables, on fait de l'exagération en réalité dans l'excès de zèle dans les procédures. Ce qui fait que ça retarde le délai d'exécution. Or, pour tout bailleur, ce qui est très important pour lui, c'est le délai d'exécution. C'est-à-dire, on vous fixe un délai et que quand le délai s'approche et que vous n'arrivez pas à exécuter le projet, ça met mal à l'aise le bailleur qui prend des décisions. Et le Togo a eu cette malchance-là de se voir retirer plusieurs millions parce que justement on n'arrive pas plusieurs milliards autant pour moi parce qu'on n'arrive justement pas à consommer les crédits et ça plusieurs ministères, c'est-à-dire que le champion de tous les ministères au Togo c'est le ministère de l'agriculture là c'est-à-dire que les projets sont là, les ressources financières également sont là, mais rien n'est fait véritablement pour pouvoir consommer. On parle des projets PERI, tout ça. Également, on en a eu des cas. La finance inclusive n'est pas épargnée. Le ministère du Développement là-bas n'est pas épargné. C'est vraiment un phénomène qui est là. Et il va falloir absolument qu'on prenne sur ce sujet. Merci Michel. Ça doit vous rappeler des souvenirs. Le Togo qui obtient des crédits, des subventions qu'on n'arrive pas à consommer. Le ministère de l'Agriculture, ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Santé et autres. Voilà le mal dont nous souffrons, le chef de l'État qui parcourt le monde entier pour obtenir des crédits. Et quand c'est fait, les mêmes crédits sont rapatriés auprès des bailleurs parce que nous n'arrivons pas à consommer. C'est bizarre. C'est très bizarre d'ailleurs parce que un pays pauvre comme le nôtre, un pays qui se bat,
puisse vivre des situations concrètes sur les États. Nous l'avons dit il y a quelques années par rapport à l'éducation nationale, où on a juste fait des fondations pour des bâtiments scolaires, et puis ça finit. Les gens ont disparu. Et entre-temps, le bailleur est venu chercher les sous et repartir. Vous savez, quand vous prenez le Togo, le Mali et le Sénégal, vous les mettez en termes de... au Mali, il y a des gens qui sont connus, des compatriotes maliens qui sont connus comme des chasseurs de fonds à l'international. Des gens qui connaissent les rouages, comment aller négocier les fonds. Et il y a des gens aussi qui savent les consommer. Quand on prend le Togo sur un projet de 3 ans, on prend le Togo, le Bénin, le Mali, mais un an après, les Maliens ont fini d'attendre qu'on leur donne. Mais 3 ans, le Togo n'a même pas consommé 25% de son projet. C'est la même chose avec le Sénégal. On ne comprend pas. C'est l'incompétence. Il y a le flambeau pointe du doigt la complexité de la procédure, oui, mais également, disons, une certaine paresse des fonctionnaires, l'excès de zèle et puis des attitudes là oui, de vouloir escroquer la complexité, l'excès de zèle peut vous trouver une explication. Parce que si le bailleur veut voir chaque 1 franc, où va chaque 1 franc, comme les gens veulent se sucrer, peut-être ils ne sont pas motivés à agir vite pour essayer de consommer le financement, parce que les populations ont besoin de ça à la base. Si nous prenons par exemple la construction des écoles, la construction des magasins, il a parlé du ministère de l'Agriculture. Je me rappelle entre-temps, la construction des magasins sera financée par l'UEMOA. Mais sur 5 ou 6 magasins, je ne sais pas si le Togo a actuellement fait 2 ou 3. Mais alors qu'il y avait le financement, selon ce que nous avons appris, il y avait le financement qui était derrière. Mais pourquoi on ne se hâte pas pour construire ces magasins? Donc, c'est comme ça, comme il a dit dans presque beaucoup de ministères, c'est le constat qu'on fait. Et on se pose beaucoup de questions. Le chef de l'État est tout le temps, il est ici dans le monde pour essayer de mobiliser les bailleurs de fonds pour essayer de relancer véritablement notre économie nationale. Quand les sous arrivent, mais je ne sais pas, est-ce que entre-temps il se rappelle de voir dans quelle main ça tombe? Le chef de l'État. Oui, je me pose des questions parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on finance pour la construction des magasins, alors que les paysans en ont besoin de ça à tout moment. Et que ça ne se passe pas. Et donc, vous rappelez... La construction des bâtiments scolaires. Oui. Vous savez que aujourd'hui, il y a des contrées reculées, même dans la périphérie de Loma, ici, où les gens sont encore sur des bois, pour s'asseoir sur des bois, les tout petits, pour écrire. Alors, on finance la construction des bâtiments scolaires, et que le financement est là, et bon, les gens font la fondation et ils disparaissent. Alors, c'est vraiment un paradoxe. Et là, vous vous rappelez, je crois déjà, le gouvernement Classo 1 nous parlait de la gestion axée sur les résultats. Je crois savoir également qu'il y a un mécanisme par lequel le Premier ministre devra procéder à l'évaluation périodique de ces différents ministères. Si cela se fait ainsi, pourquoi encore que le problème reste sur le tapis? Bon, moi, je ne sais pas si c'est peut-être une question adressée au Premier ministre, parce que là, présentement, c'est un problème sérieux. Vous savez, le projet Péri dont on parlait, vous savez, à l'époque, le projet avait quand même une ligne, les fonds étaient arrivés, mais la Banque mondiale nous avait épinglé parce qu'on n'a pas pu consommer les fonds à temps. Comment vous pouvez imaginer ça? C'est-à-dire qu'on vous finance, vous avez les fonds, mais vous ne les consommez pas. Mais moi personnellement, je me pose la question. Alors qu'on parle d'un projet enfin, un projet social en fait. Mais je me pose la question de savoir comment est-ce que on vous a mis à disposition une ligne par rapport à un projet dans le domaine de l'éducation que vous n'avez pas pu consommer. Au même moment, des pays comme le Burkina, sur la même période, ont consommé, la Banque mondiale a même doublé l'enveloppe, a augmenté l'enveloppe pour qu'on puisse véritablement se consacrer à d'autres secteurs. Donc, comme Michel l'a dit, mais c'est un problème fondamental. On ne peut pas l'expliquer. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui expliquer cet état de choses? Moi, personnellement, je n'arrive pas à me l'expliquer. Donc, il faudrait que le Premier ministre
qui discute de la gestion axée sur les résultats avec son gouvernement, puisse véritablement nous dire ce qu'il en est, parce que le truc, ce dont on parle, la gestion axée sur les résultats, c'est vrai, quand les ministres se réunissent, on en parle, mais véritablement personne n'a eu l'occasion de nous expliquer comment ça se fait, quel est le mécanisme, qu'est-ce qu'ils mettent dedans, et quels sont les critères d'évaluation de chaque ministère. Donc il faudra que véritablement on puisse nous en dire davantage. Et Michel, cela explique en grande partie le déficit de confiance entre l'opinion publique et l'action gouvernementale. Oui, parfois, on se dit que quand on prend des mesures, on se dit qu'on s'attend forcément que, bon, ces mesures-là, quand même, puissent accoucher des résultats positifs pour la population à la base, mais on attend et on ne voit rien venir, il faut dans certains domaines, bien sûr. Et donc, c'est ça qui fait que parfois on se demande, c'est pourquoi la dernière fois, je critiquais ici le fait qu'on nous parle de croissance forte, les spécialistes nous en parlent dans ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. Parce que la finalité, c'est que le paysan de Koumakonda trouve que son quotidien a changé. Que ce projet lancé soit exécuté et qu'on évalue les incidences. Voilà. Mais s'il attend, mais on a dit que ceci, il attend, ça ne vient pas. Il trouve que, bon, quelque part, c'est comme on ne prend pas compte de, on ne tient pas compte de ces aspirations. Et pourtant, le gouvernement, à partir des actes qu'il pose, dit tout le temps que dans tel domaine, nous voulons tel résultat. C'est pourquoi je rejoins un peu l'homme pour dire, on dit gestion assez sur les résultats. Au fait, bon, on le dit, mais nous, on ne sait pas c'est quoi concrètement. Merci, merci. D'autant plus que le PND vient d'être lancé, est déjà en cours, couvre la période 2018-2022. Nous sommes déjà dans le troisième tiers de l'année 2019. Peut-être qu'on devrait déjà commencer par procéder à des évaluations partielles sur le PND, ce qu'il faut ajuster, ce qu'il faut ajouter ou retrancher. Très rapidement, la politique avec vos petits commentaires. Présidentielle 2020, c'est déjà nos portes et aujourd'hui Liberté écrit 4e mandat et tournée d'explication annoncée par UNIR et Fort Gnassingbé. Liberté y voit la grande manipulation en perspective. Et Liberté écrit que Fort est déjà sur les traces de feu le président et Adéman en 2003. Focus Info, lui, écrit présidentielle 2020, Jean-Pierre Fabre a la solution. Et Chronique de la semaine lui titre présidentielle 2020, Jean-Pierre Fabre qui appelle à une sérieuse union de l'opposition. Et ce journal se demande si la C14 n'était pas sérieuse. Et voilà le vainqueur, lui, vous intéressez à Claude Ameganvi qui a accordé une grande interview à un journal qui est repris par d'autres. Poursuite des affrontements internes à la C14, le tonitruant Claude Ameganvi qui s'érige en donneur de leçons. Vous avez chacun 1 minute sur cette revue de presse sur la présidentielle 2020. Qui veut commencer? Et là, bon, moi, je pense qu'au niveau même du l'environnement politique, au niveau de la classe politique de l'opposition, on a encore beaucoup de choses à faire. Parce que si c'est maintenant, on va attendre 5 ans pour, dans 6 mois, à 6 mois de la présidentielle, dire encore population, union de l'opposition, je ne sais pas si les gens ne sont pas fatigués de la même stratégie, où on vient de répéter au bébé en pleurs que non, maman arrive bientôt. Mais je suis désolé, parce que on ne peut plus, aucun politique ne peut plus dire aujourd'hui à quelques Togolais que bon, union de l'opposition, on va aller à l'union de l'opposition. Mais les gens sont déjà fatigués de ça. On a essayé ça plusieurs fois, ça n'a pas marché. Bon, est-ce que, parce qu'on regarde ce qui s'est passé au niveau de la C14 récemment, mais il sera difficile de parler encore d'union de l'opposition à quelqu'un qui va véritablement y croire. Donc, bon, il faut véritablement qu'au niveau de la classe politique, ils puissent véritablement changer de position, parce que la prochaine présidentielle, ce sera 2 tours. En 2020, on va voir comment ça va se passer, et on craint une floraison une flopée de candidatures, parce qu'il y a des candidats dépendants et des candidats... Merci. Alors, pour 2020, est-ce que l'opposition ira en rang uni ou bien avec des candidatures multiples? Maître Yaoui Agoyebo, président du CAR et président de la fondation FA,
vient de sortir un communiqué dans lequel Agboibo estime que dans l'un ou l'autre cas, les gens passent à côté. Pour Agboibo, il faut arriver d'abord à déverrouiller les institutions de la République, notamment celles qui sont en charge de l'organisation des élections. Sinon, tout le reste ne serait que du pipeau. Magloire? Oui, je crois quand même que le président Agboibo, c'est pratiquement le même discours qu'il tient. Ça fait des années déjà, le déverrouillage des institutions. Sauf que depuis là, on ne sent vraiment pas que les acteurs s'impliquent véritablement à peut-être contraindre le gouvernement à déverrouiller les institutions. Et parce que là, je me dis que si il le dit si bien, mais il faut appuyer cela par des actes. Mais depuis là, on a constaté, et le cas fait partie justement de ces partis-là qui ne s'entendent jamais. Je le dis toujours ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun sort et met devant ses humains, ce qui fait que ça éclate la dynamique unitaire. Je vous dis que si ce que le président Agboibo dit, c'est une très bonne chose parce que, vu le nombre d'années, vu son expérience, il en sait quelque chose. S'il insiste sur ça, c'est parce que véritablement, il sait que c'est là le nœud du problème. Sauf que pour moi, pour contraindre le gouvernement à céder face à cela, il va falloir qu'il parle d'une seule et unique voix. Mais ça n'a jamais été le cas. Ils essaient à un moment donné, ils se disloquent sur des petits détails. Et moi, je prends au mot Brigitte Kampé Adjamagbo qui disait l'autre fois que le peuple s'est senti berné, désabusé parce que justement, il a l'impression qu'il les a floués. Moi, je pense que c'est très pertinent ce diagnostic. Il va falloir qu'ils se demandent pourquoi nous en sommes arrivés là. Merci. Dans tout ça, la candidature unique, voire unitaire ou candidature multiple, il y a Claude Améganvi qui se signale dans cette dernière interview. Et on comprend, Michel, que Claude Améganvi ne croit même pas à des élections pour l'alternance ici au Togo. À demi-mot ou plus ou moins ouvertement, Claude Améganvi continue à prôner la révolution. Pour ceux qui ont suivi la conférence nationale, ils peuvent avoir une idée de ce monsieur avec ses envolées lyriques et tout. Bon, je pense que le Togo a fait du chemin. Le Togo de 1990, ce n'est pas le Togo d'aujourd'hui. Ceux qui ont le courage de regarder dans le rétroviseur vont comprendre cela. Mais la révolution, aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne où l'accès à la magistrature suprême, c'est par les urnes. Je ne sais pas si une révolution, c'est vrai que Henri Bergson disait que la révolution, c'est une révolution qui n'en a pas l'air. Est-ce que lui, il est dans ce schéma? Une révolution ne règle jamais les problèmes. Hein. Il faut quand même penser, comment l'appelle-t-on, à prendre le pouvoir d'une manière légale. Et légitime. Surtout que, pour terminer, moi je dis, ceux qui appellent aujourd'hui l'opposition, disent aujourd'hui que appellent à l'union de l'opposition, je les trouve comme des lâches. Parce que avec les réformes politiques aujourd'hui, le jeu est ouvert. Merci Michel. Toutes nos excuses, nous avons encore débordé. Vous voudrez bien nous en excuser. Eh bien, juste ce clin d'œil à nos partenaires et vous prenez la parole.